Décembre, le jour s'enfuit, l'hiver est là, désolé, sombre et froid. Dans les foyers, les contes se hantent de nuit, de forêts, de spectres, de vampires, de sorcières. Pourquoi ces histoires? Quel rôle jouent-elles? De quoi se nourrissent-elles? Jack était buveur, il était joueur, il était tricheur. Son métier, à part ça, c'était forgeron. Jack était mécréant. Ça veut dire qu'il ne croyait ni à Dieu ni à diable. Et ce soir-là, soir de 31 octobre, eh bien comme presque tous les soirs de sa vie, Jack, il se rend à la taverne. Elle est remplie de sorcières, de revenants de toutes sortes, de fantômes, de diables, des rouges, des verts. Et là, il y a un grand diable qui lui dit « Tiens !» Et il flanque sur la table un jeu de dominos, il dit « Tu joues avec moi ?» Ils ont mélangé les dominos et ils ont commencé à jouer. Jack joue, Jack triche et Jack perd. Il n'est pas idiot, Jack. Il comprend tout de suite, il comprend que ce grand diable-là, c'est pas un des villageois déguisés, que c'est le diable. La peur est une émotion qui a un rôle psychique important, c'est nous prévenir du danger. Le problème, c'est qu'il y a des peurs immotivées, c'est ce que nous on appelle l'angoisse, et que ces angoisses, elles sont inscrites dans la vie psychique chez l'enfant très tôt. Il passe dans son développement psycho-affectif par des angoisses qui peuvent être plus ou moins importantes, de dévoration, de morcellement, d'abandon, de séparation, et que du coup, ces éléments qui sont devenus inconscients, le conte les réactualise, mais en les exorcisant d'une certaine manière. Quelques jours passent et il retourne à la taverne, quelques soirs plus tard. Il avance à grands pas et puis il sent un souffle, un bruit derrière lui. Il se retourne, il n'y a personne. Mais quand même, c'est particulier là. Il se dit que c'est pas un oiseau de nuit, non, c'est un gars de la campagne, il connaît. Alors et là, il comprend. Il se dit, c'est le diable. C'est le diable qui vient pour me chercher. Alors petit à petit, Jack il s'enferme, il ne sort plus de chez lui. Dans le conte, justement, tout est symbolique. Les personnages, les lieux, les événements. Et qu'il y aura ensuite des épreuves. Dans le conte, il y a toujours une série d'épreuves que le héros ou l'héroïne doit dépasser. Le « il était une fois », « once upon a time », donc toutes les langues, ça nous fait tout de suite passer du côté de l'imaginaire. Et c'est l'intérêt de ces types de récits qui, justement, se sont déposés au cours des siècles et qui ont été maintenus malgré l'épreuve du temps. Ça veut dire que ça correspond vraiment à un contenu symbolique très puissant et qui parle véritablement à tous les niveaux du psychisme, conscient et inconscient. Toujours est-il qu'un jour, il se passe ce qui se passe dans la vie de chacun, c'est que Jack meurt. Et à ce moment-là, il entend la voix du diable qui lui dit « Tu t'es moqué de moi, je veux pas de toi dans mon enfer. Je veux pas de toi dans mon enfer, ton enfer, tu vas le vivre sur terre et pour l'éternité. » Et on voit les mains du diable qui apparaissent toutes seules comme ça, dans la chambre de Jack, devant son corps, devant son fantôme. Et les mains du diable vont plonger dans la cheminée et prennent une grosse brassée, une grosse poignée de braise et déposent ces braises dans la citrouille creusée. Et les mains du diable tendent cette citrouille au fantôme de Jack et le diable lui dit « Tiens, je te condamne à errer sur la terre jusqu'à la fin de l'éternité. Et c'est long. Et tu n'auras que ces braises-là pour t'éclairer. » Les paroles du conte ne sont pas des paroles sans fond, sans consistance et sans sens. Il s'agit de la vie et de la mort, tout simplement. C'est des questions fondamentales. C'est question de notre rapport à la mort, quand est-ce qu'elle va venir, qu'est-ce qu'elle nous dit, est-ce qu'elle nous fait peur, est-ce qu'elle ne nous fait pas peur. Il y a certains contes qui traitent la mort avec sympathie, avec amitié. Depuis toutes les civilisations qu'on connaît, les Celtes, la civilisation germano-nordique également,
le passage du solstice d'hiver est un moment toujours très important qui est fêté. À la fois, c'est le début du retour de la lumière, mais l'entrée aussi dans le grand froid. Donc ça réveille l'idée de l'hiver, va réveiller des angoisses très fortes de famine, de froid ou de risque de mort. Il y a par exemple un conte slave que j'aime beaucoup, qui a été repris par Afanassiev dans sa collecte à la fin du XIXe siècle, qui s'appelle Le gel craquant. Et c'est un marchand dont la femme est morte, qui a épousé une nouvelle femme, et qui ne peut pas voir naturellement la première fille de son mari, et qui, un jour de grand hiver, l'envoie dans la forêt pour aller chercher du bois. Mais le marchand sait très bien que s'il laisse sa fille dans la forêt, avec le froid qui arrive et elle risque de geler sur place, mais il la laisse. Et la jeune fille écoute le gel craquant, qui est un personnage, quoi. Toujours selon la tradition animiste, le gel est personnifié, les arbres, il y a l'esprit de la forêt chez les Estoniens, et le gel est un personnage. Il accueille la fille du marchand, et petit à petit, le froid descend, ça commence à craquer, la glace arrive, et la jeune fille dit « Oui, je suis très bien ici dans mon chariot. » Alors le gel lui dit « Mais est-ce que tu veux venir avec moi ?» Elle dit « Oui, je te suis. » Et à ce moment-là, le gel prend pitié de la jeune fille et lui donne un manteau de fourrure, et lui donne des bijoux, lui donne des diamants pour rentrer chez elle. Et quand la marâtre voit revenir la fille habillée comme ça, elle dit à sa propre fille « Eh ben, tu vas y aller toi aussi, tu vas voir. » Seulement, elle commence à dire au gel « Oh, j'ai froid, mais c'est insupportable, je ne supporte pas d'être ici, qu'est-ce que tu me fais ?» Et le gel se met en colère, et petit à petit, il l'entraîne avec lui, et on la retrouve gelée au petit matin. Donc il y a véritablement là un lien entre le message un peu symbolique du conte, mais qui est aussi tourné là autour de cette peur véritablement de se trouver pris dans la neige, dans la glace, dans la forêt à un moment donné. Dans cette forêt vivait une vieille femme. On ne savait pas d'où elle venait. On ne connaissait pas son nom. Mais on disait que si elle vous attrapait, elle vous dévorait. Au moment où commence mon histoire, il y a une fillette. Une petite fille qui s'est perdue dans la forêt. Mais la sorcière, elle a l'ouïe fine. Elle l'a repérée, elle s'avance, elle l'a saisie par la main. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis perdue. Eh bien, tu vas rester avec moi. Non, je veux rentrer à la maison. Non, tu vas travailler pour moi et je te donnerai à manger à la condition que tu me dises comment je m'appelle. La forêt, véritablement, signe la part la plus profonde de la vie psychique. Il y a souvent dans les contes, si je prends par exemple Petit frère et Petite sœur des frères Grimm, le village, c'est le lieu civilisé. Puis dès qu'ils passent le fossé qui les entraîne dans la forêt, là on entre dans un univers de sortilèges. On ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver, il y a des personnages, il y a le loup, il y a des ogres, et puis surtout les risques de transformation. Quand le petit frère veut boire de l'eau, sa sœur lui dit « Ne bois pas, parce que sinon tu vas être transformé en faon ou en chevreuil, enfin, et c'est ce qui arrive dans l'histoire. La forêt donc a toujours ce lieu un peu de mystère, d'abord le mystère, le secret. Et dans les contes, on a toujours des qualificatifs précis, la forêt profonde, pour montrer qu'on descend vraiment dans les profondeurs du psychisme. Et dans ces éléments-là, on va se confronter forcément à des angoisses très anciennes. Et que, naturellement, le héros, l'héroïne, va surmonter. C'est ça le but du conte, c'est montrer qu'on va pouvoir s'en sortir et que cette noirceur de la forêt, cet espace imprévisible, incontrôlable, eh bien finalement le héros arrive à s'en sortir et il en sort grandi. Toujours est-il qu'un jour, la sorcière n'était pas là, la petite était toute seule. Elle a vu là, il y avait une porte qui était toujours fermée, elle ne savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. À ce moment-là, la porte, elle s'est ouverte et de là est sorti un gros serpent noir.
Et puis il s'est enroulé autour de ses pieds, puis autour de ses jambes, puis il est monté comme ça. Maman, le serpent, il va me manger, il va me manger. Et puis il s'est placé devant sa tête comme ça. Et le serpent lui a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Écoute-moi. Puis le serpent, il est parti. La petite, elle est allée jusqu'à la porte de la maison, puis la porte s'est ouverte. Alors elle a passé la porte, elle a passé le puits, elle a passé le tas de bois, il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus... Alors elle a dévalé la pente, et puis elle est arrivée au bord de la rivière. Dès qu'on a passé dans l'espace imaginaire comme celui de la forêt, une chose peut être ce qu'elle n'est pas. Par exemple, une vieille femme très gentille dans sa cabane, en fait, est une sorcière et qui n'a qu'un souhait de vouloir dévorer le petit garçon ou la petite fille qui arrive. Donc il y a toujours ces risques de ne pas savoir à qui on a affaire avec ces personnages. Alvin, vous savez, vous, comment s'appelle la sorcière? Oh, les Alvins, ils sont tous partis en disant non. Oh non, 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 on ne sait pas, on ne peut pas te dire, on peut pas te dire. Et là est passée une grosse anguille. Une grosse anguille. Toi, l'anguille, tu peux bien me dire comment s'appelle la sorcière? Oh non, non, moi je ne peux pas. Oh non, 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 je ne dirai rien, je ne dirai rien. Et le crabe lui a dit, écoute bien, petite, la sorcière s'appelle Dame Kélément. Dame Kélément, retiens ça, petite. Dame Kélément, merci Cyric. Et la petite, elle s'est retournée, elle a remonté la colline, elle a ouvert la porte, la sorcière était là. Elle est allée la voir comme ça, elle lui a dit, Dame Kélément, tu t'appelles Dame Kélément, c'est ton nom, maintenant donne-moi à manger. Et la sorcière, elle a poussé un cri de désespoir, elle a claqué le sol avec ses pieds, la terre s'est ouverte, elle a été engloutie. Puis il y a eu un grand silence. La porte s'est ouverte, elle s'est ouverte en grand, et sont sortis des bêtes rampantes, des crapauds, des lézards. Et puis ils se redressaient, et au fur et à mesure, ils reprenaient leur forme humaine. C'était tous ceux que la sorcière avait transformés en bêtes immondes. Puis le dernier qui est sorti, vous savez qui c'était? Le serpent noir. Le gros serpent, et il est venu là devant elle. Il s'est redressé, et puis il est devenu un jeune garçon, peut-être de son âge, peut-être un peu plus vieux. Il lui a dit maintenant, allez viens, on rentre à la maison. Le conte permet justement à l'enfant de pouvoir comprendre comment lui, il vit ces métamorphoses tout en restant identique. Et dans le conte, on montre comment ces métamorphoses sont réversibles et comment on peut les dépasser. Et lui, je crois que ça lui permet aussi d'avoir, en s'identifiant au héros ou à l'héroïne, véritablement à assumer une identité à travers toutes ces métamorphoses qui le conduisent depuis le tout jeune âge jusqu'à l'adolescence, où là, véritablement, il va petit à petit pouvoir se séparer de ses représentations de l'enfance, parce qu'il aura atteint son corps d'adulte. C'était un roi d'un pays de l'Europe centrale, qui avait une fille unique. La princesse était très jolie, mais elle était un peu bizarre. Quand elle marchait dans les couloirs du palais, on avait l'impression qu'elle flottait, plutôt que de poser ses pieds sur le sol. Et plus elle grandissait, plus elle dormait. Si bien qu'un jour, elle ne s'est pas réveillée. La princesse est un vampire. Elle a besoin de sang humain. C'est une sorte d'exaltation de la réalité, le surnaturel, ou de la vérité, ou de la réalité. Il y a plein de choses négatives autour de nous, à l'intérieur de nous, qu'on peut retourner. C'est-à-dire le négatif peut se changer peut-être en positif, ou en tout cas on peut le vaincre. On a besoin de personnifier ces frayeurs-là, ces images, ces forces. Et en les faisant vivre sous la forme de personnages, on les comprend mieux, on peut mieux les cerner et puis ils nous font moins peur. On joue à avoir peur et on sait qu'on est en sécurité. Parce qu'il y a des histoires qui sont bien plus... Vous savez, le surnaturel, c'est pas ça qui fait peur. C'est la réalité, elle est parfois bien plus effrayante que ça. Dans la vie affective, il y a toujours
l'amour et la haine, les deux versants d'une situation. Et tout rapport à une personne est à la fois se vit sur ce double côté affectif. J'aime, mais si la personne ne répond pas à mon amour, je vais la haïr aussi fort que j'ai pu l'aimer. La sorcière, au fond, ça correspond à la mauvaise mère. L'image mauvaise de la mère. Hein. Donc la bonne mère, dans le conte, elle est toujours présentée souvent morte, alors que la mauvaise mère, c'est la marâtre, et celle qui va porter toute la part négative de l'objet. C'est le même personnage qui est vécu selon les affects que l'on projette sur elle. Hein. De la même manière pour le père agréable, le père gentil, ce sera le père réel, le père du héros ou de l'héroïne, et puis le mauvais père, ce sera l'ogre, le zméou dans la tradition roumaine, ce sera le troll dans la tradition nordique, mais ce sont des personnages qui sont la part mauvaise détachée symboliquement du bon objet. Mais ça permet comme ceci de pouvoir aussi exorciser ces parts négatives, comme ça, puisque l'ogre, la sorcière, le troll ou la trollesse vont être tués, détruits, et du coup, on va pouvoir garder la bonne image de l'objet, la bonne image de la mère, la bonne image du père. Si le roi veut garder sa fille en vie, voilà ce qu'il doit faire. Il doit mettre son corps dans un cercueil et porter ce cercueil dans la chapelle du palais. Tous les soirs, toutes les nuits, il devra faire garder la princesse par l'un de ses soldats. Au matin, le soldat sera mort, mais la princesse vivra, et elle vivra tant que le roi lui sacrifiera ses soldats. Et le premier soir, il a désigné l'un des soldats de sa garde. Et le soldat a été très honoré. Seulement le lendemain matin, quand on est venu le relever, on a trouvé son corps exsangue. Il avait été vidé de son sang. Le troisième jour, le sort est tombé sur un fort gaillard, un garçon qui était tzigane. Il avait été enrôlé de force parce qu'il avait fière allure et il avait servi son roi loyalement pendant 7 ans. Il manquait plus que 3 jours. Et dans 3 jours, il serait libéré, il pourrait rentrer chez lui. Avant minuit, il est allé se cacher derrière l'autel. À minuit, le couvercle du cercueil s'est ouvert. La princesse s'est assise. Elle avait ses yeux là, larges comme des soucoupes. Elle a regardé tout autour, regardé, puis elle a crié « Mon père, vous m'avez oublié !» Elle a vociféré comme ça pendant 1 heure, et pouf, le couvercle s'est refermé, puis ça a été calme de nouveau. J'ai un vieux monsieur, j'étais vraiment à tous mes débuts, qui avait l'air de s'emmerder, mais alors, oh là là, je me dis, oh là là, bon, maintenant je fais plus attention, mais maintenant je sais que ça ne veut pas forcément dire ça, mais il faisait un peu la grimace, etc., oh là là, bon, et à la fin, il est venu me voir en me disant, merci, ça fait 50 ans qu'on m'a pu raconter d'histoires, quelle merveille, ah bon? Donc il était bouleversé, il ne m'a pas dit plus. Je ne sais pas en quoi, mais en tout cas, ce n'était pas seulement, à mon avis, le souvenir de son enfance, c'était qu'il était encore bouleversé par le contenu de ce qu'on pouvait dire. La fille vampire s'est assise dans son cercueil. Son père avait mis sur sa poitrine, il avait mis un petit papier. Son père avait écrit « Ma fille, je ne t'oublie pas. Regarde dans la sacristie, regarde derrière l'autel, regarde partout. » Le soldat se cache quelque part. Elle est sortie. Elle a regardé dans la sacristie, elle a regardé derrière l'autel, elle a regardé derrière les colonnes, elle est montée sur la chaire. Et c'est à ce moment-là que le soldat s'est couché dans son cercueil et puis il est resté immobile, immobile. Il avait le cœur qui battait, mais même les battements de son cœur, il les a réprimés. Quand elle est arrivée là-haut, elle l'a vu. Alors elle s'est approchée. Et quand elle est arrivée auprès de lui, elle lui a dit « Oh, tu es là. Oh, regarde-moi. Regarde-moi. Oh, tu ne veux pas me parler? Regarde comme je suis belle. » Et longtemps, pendant 1 heure, c'est long, hein. Elle a tenté de le séduire. Mais quand le clocher a sonné un coup, elle s'est effondrée. Et elle est tombée tout doucement.
dans un râle sur le sol. Autrefois, on vivait dans un monde qui était quand même assez restreint, qui restait le village, un peu les alentours, la ville, mais il y avait toujours des univers assez restreints. Donc cet univers réel de la banalité, de la répétition, il fallait lui donner, pour le dépasser, pour accepter de vivre dans ces conditions, il fallait lui donner du merveilleux, un espace imaginaire. Et je crois que le conte permettait d'enchanter le monde commun. J'ai un ami psychiatre qui dit il faut lire des livres de contes, il le prescrit plutôt que certaines formules médicamenteuses. Hein, parce que justement, ça aura un effet de réactiver chez le sujet, qui est pris parfois dans des pathologies lourdes, dépressives, réactiver son sens de l'imaginaire et réenchanter son monde.